c'est comme un miroir. En échangeant dans le débat, forcément, il y a de la valeur ajoutée qui ressort, il y a des idées complémentaires qui sortent. Et l'idée géniale, elle arrive de cet échange-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. À mes côtés aujourd'hui, je reçois William Boachier qui est cofondateur de Clémentine. Salut William, comment tu vas ? Salut Valentin, ça va très bien et toi ? Ça roule, je suis content de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler de ton aventure entrepreneuriale, tu vas parler de Clémentine, tu vas parler de ton projet, de son évolution, de la genèse et surtout de ce qui va se passer plus tard. On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Avec plaisir. On est ensemble pour 30-40 minutes. William, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous dresser un petit CV sur la ville dont tu viens Je crois qu'on a un peu d'infos en off, mais alors moi, nous dire qui tu es, d'où tu viens. Je suis un mec de l'Est de la France. Je suis né à Strasbourg. Ensuite, j'ai déménagé avec mes parents enfants à Épinal et j'ai été jusqu'au baccalauréat là-bas. Ensuite, j'ai fait mes études à Paris, donc j'ai eu la chance de pouvoir monter à la capitale pour faire ma prépa HEC, mon école de commerce. Puis quand j'ai eu terminé, je suis revenu à Nancy où mes parents avaient déménagé entre-temps pour créer Clémentine. Bon, alors entre-temps, j'avais aussi en parallèle de mes études pas mal bossé. D'ailleurs, j'ai créé plusieurs startups jusqu'à ce que je crée Clémentine à Nancy. Merci pour cette introduction. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le concept de Clémentine ? Concrètement, qu'est-ce que tu proposes ? À qui ? Alors, Clémentine.fr, c'est notre expert comptable en ligne préféré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement un cabinet comptable, mais au lieu de rencontrer son comptable en physique, ça se passe en ligne. Donc, on va sur le site internet et puis on peut souscrire à une offre d'expertise comptable à distance qui donne droit à l'accès à une application pour consulter sa comptabilité tout au long de l'année et mettre à jour aussi la comptabilité du client et ensuite d'être suivi par un comptable dédié à l'entreprise qui va répondre à toutes les questions courantes de la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, on comprend l'idée, on comprend évidemment la mécanique, notamment le fait que ce soit en ligne et la praticité du service. Lorsque tu as lancé ça, est-ce que c'était déjà une demande concrète du marché ? Est-ce que tu as vu un pain sur ce sujet-là ? Est-ce que tu dis en fait il faut avoir plusieurs produits ou est-ce que tu as déjà d'abord monté l'un, après tu as monté l'autre ? Comment tu as eu l'idée en fait ? Parce qu'aujourd'hui, des comptables, c'est pas ce qui manque. Comment on fait mieux ? Peut-être tu t'es demandé comment on fait plus efficace, comment on fait plus concret. Je m'arrête quand même sur un point. Détrompe-toi, Valentin. Les comptables, ça manque beaucoup en France. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite note là-dessus parce que en 2020, le poste le plus pénurique dans la profession, la profession la plus pénurique, c'était le serveur après l'épisode Covid. Et puis en 2023, le métier le plus pénurique en France, c'est le comptable. Donc c'est vrai qu'il y a une offre assez énorme en termes de cabinets comptables. Il y en a 10 000 en France. Il y a beaucoup de solutions online. Mais dans la réalité, c'est un marché qui est pénurique et il est très difficile de recruter. Donc pour la parenthèse, nous, on est quand même en grande difficulté pour recruter et d'attirer des jeunes talents dans notre métier. D'où ça vient l'idée ? Est-ce que tu voulais répondre à un pain ? Alors l'idée, elle vient de mon père parce que en fait, mon père est expert comptable. Donc lorsque je me suis attardé sur ce qu'il faisait lors d'un dîner de Noël, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire parce que j'avais envie vraiment de créer une entreprise. Et puis lui, il arrivait face à de nouveaux défis avec le numérique, l'internet. Il savait pas exactement quoi faire. Il avait envie de faire quelque chose aussi un petit peu dans le numérique. On a eu l'idée ensemble de créer Clémentine, une offre 100% packagée pour le numérique, mais un petit peu sur le modèle de la banque en ligne. En 2012, lorsqu'on a créé Clémentine, les banques en ligne étaient déjà bien en place et d'ailleurs le pionnier de la banque en ligne et aujourd'hui leader, c'est Boursorama qui vient aussi de Nancy comme Clémentine. Boursorama est nancéen ? Eh oui. Les fondateurs sont de Nancy, ils ont créé à Nancy, à côté de la gare de Nancy, Boursorama, oui c'est ça. Ça s'invente pas, qui est devenu Bourso Banque. Ça s'invente pas, hein. Tout part du Grand Est. On ne cessera jamais de vous le dire. Ce besoin-là, il est intéressant, hein, la mécanique un peu familiale de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à aller craquer et on va aller plus loin. Ça veut dire aussi qu'il y a une sensibilité business, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité de comment on peut faire mieux. Le fait que t'en parles avec ton père, il y a aussi le côté générationnel qui fait, ok, mon marché, je le connais, je le maîtrise.
toi tu t'es dit ok, il y a peut-être des nouveaux acteurs à les challenger, à regarder ce qui se passe et sur lesquels on peut s'inspirer. Et c'est un peu le cas dans différents secteurs, hein. Il y a des choses qui sont, les banques c'est pareil, tu l'as dit, mais aussi le service, des sujets sur de la livraison aussi. Il y a des gros acteurs qui font du bon boulot depuis un certain nombre d'années et qui sont un peu challengés par des nouveaux usages. Le besoin reste sensiblement le même, mais avec un usage différent, une habitude de conso différente. Exactement. T'as ton comptable dans ta poche, c'est quand même, tu vois, c'est évident. On est parti exactement du même postulat que ce que tu es en train de décrire. En 2012, on s'est dit, la banque en ligne, moi, je vais jamais dans la banque. Je consulte mes comptes sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. C'était déjà le début du mobile, parce que l'iPhone, il est sorti en 2007. C'est à ce moment-là que ça a beaucoup accéléré. Mais tout le monde n'avait pas un iPhone ou un smartphone en 2007. Ça a mis quelques années. Et en 2012, c'était vraiment le boom. Et là, on s'est dit, la compta, c'est proche quand même de la gestion des finances perso ou pro. C'est la même chose de manière enrichie. Et pourquoi pas le faire de la même manière à distance comme la banque en ligne. Et de cette idée-là, de ce postulat-là, on a créé ensuite toute une offre, un produit qu'on a développé à partir d'une application et de nombreux process de qualité. Parce que on se rend pas compte, mais c'est comme l'iceberg, tout est immergé. Il y a énormément de travail et de savoir-faire qui n'est pas forcément visible par le client aujourd'hui. À qui on s'adresse aujourd'hui? C'est quoi ta target? C'est l'entrepreneur, solopreneur, c'est qui? Alors nous, on a une offre B2B, donc ça veut dire que ça part du créateur d'entreprise, de la création d'entreprise tout simplement, jusqu'à, on pourrait dire, la liquidation de l'entreprise, à la fin de l'entreprise, tout le cycle de vie de l'entreprise, on accompagne l'entrepreneur dans la gestion comptable et financière, sociale et juridique finalement de l'entreprise. Le client idéal, c'est le plus... Ouais, le profil type, alors nous, c'est entrepreneur, pas toujours start-upper, parce que le start-upper, finalement, c'est qu'une partie de l'écosystème français. Le tissu économique français, c'est principalement des TPE. Nous, on s'adresse aux TPE. Et le profil type, c'est un entrepreneur de 42 ans, plutôt un homme en général, et qui est dans une activité classique. Ça peut être prestataire de services, mais c'est pas que les prestataires de services. Ça peut être aussi les BTP, la restauration, les pharmacies, boulangers. Donc, on a beaucoup d'artisans. Aujourd'hui, on a des milliers de clients à travers toute la France. C'est quoi la taille moyenne de la boîte à peu près? Nos clients ont en général moins de 10 salariés, donc ils ont aussi des salariés, puis moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, pour te donner un ordre d'idée. Ok, mais c'est intéressant pour nous aussi de nous projeter sur le service que tu proposes, parce qu'il y a beaucoup d'offres. En vérité, il y a des offres qui viennent bien se compléter. Et le côté comptabilité, on parle pas de la même chose quand on parle d'une TPE où t'es 10, quand t'es solopreneur ou quand tu commences à avoir 30, 40, 50 salariés. Donc c'est important pour nous aussi de nous projeter. Et oui, et surtout que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le marché a beaucoup évolué. Là, en 10 ans, moi je l'ai vu en étant acteur de la comptabilité en ligne, mais déjà auparavant, il y a une sorte de paradigme de l'entrepreneur qui a changé vis-à-vis de la comptabilité. On pourrait dire que, alors comme mon père est expert comptable, j'ai suivi en tant qu'enfant déjà un peu l'évolution de la profession et aujourd'hui je la vis moi-même en tant qu'acteur actif de la profession. Je note quand même que lorsqu'on a créé Clémentine, l'entrepreneur, lui, il se posait la question pour souscrire, est-ce qu'il allait, oui ou non, connecter son relevé bancaire professionnel, par exemple, à nos applications. Or, c'est quand même la base de la comptabilité que de récupérer le relevé bancaire du client pour pouvoir faire sa comptabilité, ou au moins pour faire le rapprochement bancaire. Parce qu'il y a plusieurs types de comptabilité. Mais aujourd'hui, les clients, ils ont complètement changé de paradigme parce que, en fait, ils nous appellent pour souscrire. Et si jamais on leur disait, non, là, tu pourras pas souscrire, tu pourras pas synchroniser ton relevé bancaire avec nos outils, là, il souscrira même pas chez nous. J'ai envie de te dire que c'est devenu un prérequis, et même dans la compta traditionnelle. Donc, je pense qu'il y a un virage qui s'est opéré, qui accélère un peu comme un tsunami dans la comptabilité en ligne. Notre marché est en pleine croissance parce que les mentalités ont changé, ont évolué. Ça a été un petit peu accéléré par cet épisode du Covid qui a confiné la moitié des entrepreneurs ou les 3/4. Aujourd'hui, on note 180 collaborateurs, à peu près 8000 entreprises clientes accompagnées qui utilisent vos produits, vos services. Je rappelle aussi que tu as Comptalib qui est uniquement le logiciel, donc sans accompagnement. Voilà. D'un côté, accompagnement avec Clémentine, oui. Et de l'autre côté, SaaS, outil simple avec le soft.
Eh ben, t'as tout compris. On a un groupe qui marche à deux jambes. Donc, on a Clémentine sur une jambe qui est l'expert comptable en ligne, et on a Comptalib qui est une application. Donc là, il n'y a pas de service, il n'y a pas de comptable dédié. C'est une application comptable intelligente qui permet de faire sa comptabilité soi-même et qui est à destination également des entrepreneurs. Et donc, avec ces deux entreprises-là, Clémentine et Comptalib, on est le groupe Clémentine. Plus de 400 activités, 50 millions d'opérations comptabilisées. Est-ce que ça fait le tour d'un entrepreneur heureux aujourd'hui ? Alors, je ne mesure pas mon bonheur au nombre de lignes comptabilisées dans nos systèmes. Tu le mesures comment alors ? Oh bah écoute, moi alors le bonheur, comment je le mesure, en tout cas dans l'entreprise, ce qui me satisfait déjà et ce qui m'épanouit, c'est de créer des équipes, c'est de travailler avec des équipes très motivées, comme actuellement c'est le cas. J'ai vraiment une équipe formidable avec qui je travaille, en tout cas de manière rapprochée, parce que je travaille pas avec tous les collaborateurs, mais on est très motivé à construire le meilleur produit du marché. C'est très difficile, et comme c'est très difficile, c'est très challengeant et motivant. Mais au-delà de ça, si je me projette plus loin, à long terme, moi ce que je vois et ce qui pourrait vraiment me satisfaire à terme, plus que les millions, les milliards d'opérations comptabilisées, ça serait par exemple de réussir à me dire que l'entreprise est lancée pour encore une décennie, 2 décennies, et qu'elle va me dépasser même sans moi, qu'elle va continuer à se renouveler, à innover et à grandir. Aujourd'hui, entreprendre, est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde ? Comment tu le vois, toi ? Comment tu as vécu ça ? T'avais ton père qui, effectivement, peut-être t'avait déjà inspiré. Donc, est-ce que ça a été un facilitateur, ou est-ce qu'à l'inverse, ça a été un petit bloquant dans le sens où, faut être au niveau, du coup, il y a peut-être des choses que moi, j'aime pas faire, que mon père aimait faire, du coup, est-ce que je suis fait pour ça, tu vois ? Est-ce qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est dur ? Mon père et moi, on est hyper complémentaires. Lui, c'est plutôt le technicien, tu vois, il avait la technique comptable, le métier, et moi, j'étais plutôt le développeur ou le commercial, les deux aspects, produit et développement. Oui, je pense que entrepreneur, c'est difficile. Ça veut pas dire que tout le monde peut pas être entrepreneur. Au contraire, je dirais même que quand c'est difficile, c'est encore plus challengeant, plus motivant. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Mais évidemment, entreprendre, c'est des surprises tous les matins, c'est beaucoup d'investissements personnels, des moments plus durs que d'autres, bien sûr des satisfactions comme dans chaque tâche difficile, mais c'est beaucoup aussi de l'humain, toujours. On ne construit pas d'entreprise sans l'humain, et donc avec des équipes, avec un entourage. Donc c'est un alignement des planètes, c'est un marché, il faut qu'il convienne, c'est un timing, c'est une exécution, bon bref, c'est tellement de choses, mais c'est un peu, et je compare souvent ça par exemple à la cuisine, l'entrepreneuriat c'est un peu comme une recette, et on l'améliore en permanence, c'est pas forcément figé, on peut faire quelque chose de bien, de mauvais, on peut s'améliorer, c'est pas parce qu'on a mangé une fois un mauvais gâteau qu'on fera pas la prochaine fois un bon gâteau. On a vu dans d'autres interviews, parce qu'on a un peu benché pour savoir qui on allait recevoir au micro, tu as souvent parlé de ta traversée du désert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a eu des moments, tu l'as dit, un peu plus durs ? Ouais. Est-ce qu'ils ont été symptomatiques de la motivation qui a suivi ? Et tu peux nous en parler ? Ouais, bien sûr, on a essuyé plusieurs échecs chez Clémentine au cours des plus de 10 ans maintenant d'aventure. Mais oui, cette traversée du désert, alors je savais pas que tu l'avais noté, mais oui, c'était au début de Clémentine. On a été, je dirais pas lâché parce qu'on était pas soutenu, mais en tout cas, on n'a pas été accompagné par des banques. Et à Nancy, on était qu'à Nancy, on n'était pas non plus dans un écosystème très dynamique d'un point de vue levée de fonds. Donc il y avait pas de fonds, et j'avais pas le réseau, en tout cas je l'avais pas construit à Paris pour pouvoir lever des fonds facilement. Et d'ailleurs les levées de fonds se sont accélérées un peu plus tard, parce que 2012 c'était vraiment précurseur, il y a eu très peu de startups qui levaient à ce moment-là, je me souviens, il y en avait, mais c'était vraiment des héros. Ouais, non, mais c'est sûr, là, si tu compares à ce qui se passe aujourd'hui, ouais. on parle pas du même sujet. On parle pas du même sujet. Et donc, la traversée du désert, c'était surtout de trouver des clients qui nous fassent confiance à distance. C'était de trouver des financements, à travers nos partenaires financiers, et de recruter aussi, tu sais, même le recrutement. En fait, sur tous les sujets, je pense qu'on a galéré, et ça n'a pas été simple. Je me souviens, et je disais justement dans un autre podcast, c'est que je me souviens être dans le bureau d'un banquier une fois, pas si vieux, et je lui disais avec grande fierté que on avait 52 clients, tu vois. Et ça me paraissait bien à l'époque. Je me disais 52 clients à distance, c'est des gens qu'on n'a jamais rencontrés qui nous font confiance. Et j'essayais de convaincre mon banquier que c'était un exploit en tant que tel, et que donc il devait nous faire un emprunt.
Alors, il nous a fait 100 points, d'ailleurs, hein, pour l'anecdote, ça s'est bien passé sur ce coup-là. Mais en fait, maintenant, quand j'y repense, 52 clients, tu vois, c'est le nombre de clients qu'on fait tous les 2 jours. Donc, j'ai envie de te dire que on est passé d'une galaxie à une autre. J'en suis super fier. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu t'es pas dit que le marché était pas forcément prêt? Est-ce que Si, parce carrément. que 2012, je suis pas vieux, j'ai 29 ans, mais 2012, je passais mon bac. Ok. J'avais un Samsung. Il était Ok. pas incroyablement connecté, tu vois. Exact. C'était pas. Non, mais bien sûr. Il y avait un usage qui était différent. C'est Alors, pas. la meilleure réponse que je puisse te faire, c'est que, tu vois, j'ai appelé une agence web. On n'avait pas de développeur, donc on s'est dit comment on va développer nos applications pour échanger les documents, par exemple, rien que les documents, les factures avec nos clients. Donc j'ai appelé une agence web qui était pas très loin d'ici, et je leur ai expliqué le projet. Ça a duré très longtemps, 4-5 heures dans leur bureau. C'était très ambitieux pour eux. Bon, moi aussi, hein, mais je savais pas où je mettais les pieds. Et en fait, c'était super simple. Je leur demandais juste de faire une GED pour pouvoir télécharger les documents et nous les récupérer de manière sécurisée. C'était hyper simple, avec un bonjour, bienvenue, Valentin. Et en fait, ils m'ont demandé un devis du genre 100 000 euros, tu vois, à l'époque. Et c'était quasiment infinançable pour nous, quoi qu'on l'avait envisagé. Je me souviens, on avait un peu discuté le prix et tout, mais rapidement on a laissé tomber. On leur a expliqué que c'était inenvisageable pour nous, c'était trop cher et que finalement on allait faire autrement. Et ça a mis 2-3 ans avant de faire éclore la première application avec nos propres développeurs. On peut noter surtout que les agences web qui, pour ce type de prestat, facturent 100 000, Oui. on vous voit et on vous reconnaît et on va vous dénoncer. Donc, parce que pour le coup... Ouais, après, tu sais, à l'époque aussi, alors peut-être aujourd'hui c'est un peu moins cher, quoique les salaires aussi ont beaucoup monté dans la tech, mais tout change, tout évolue beaucoup. Ça m'avait beaucoup choqué. Aujourd'hui, peut-être ça me choque moins. Parce que aussi on a grandi, peut-être on a plus de moyens, oui, non, mais c'est vrai que pour un start-upper, tu te rends compte de ce que c'est 500 000 balles c'est vrai que c'est énorme. Qui peut financer ça quand tu crées une entreprise? Et en plus, il faut que les banques elles suivent. C'est pas évident parce que c'est incorporel. Les banques elles aiment bien financer une maison, une voiture, une camionnette, un ordinateur, mais surtout pas de l'incorporel. Donc quelque chose de matériel. Surtout même les boîtes qui sont dans l'industrie elles doivent sortir du gros cash et c'est difficile pour elles. Là, tu es en train de dire qu'il faut un soft, une app avec tout ce qui va derrière en termes de juridique et tout, et tu demandes 100 000. Bon, c'est énorme, ouais, bien sûr. Ouais, et le mieux c'est de faire une école de développement et de développer soi-même l'appli en fait. Hein. D'ailleurs, voilà, moi je regrette de pas avoir fait plus de code et aujourd'hui si j'avais un bon conseil à donner à ceux qui se lancent dans la tech, tu vois, c'est vraiment de maîtriser le code parce que c'est le cœur du sujet quand tu es dans la tech. Si tu la délègues, même si tu as les moyens en fait d'investir sur une agence ou de le sous-traiter, faut comprendre. Finalement, tu vas faire des énormes erreurs partout. Et exactement, il faut comprendre ton sujet. Le produit est connecté à la tech est connectée au produit. Tout est lié, le maquettage, le commercial, les sales, marketing. Et c'est vraiment un énorme atout. On le voit bien, les grands entrepreneurs d'aujourd'hui, ils sont des techs en fait. Quand on monte une boîte, on pense produit, évidemment. J'ai l'impression que c'est un peu ton sujet, hein. Market, produit, c'est ton cœur d'expertise. C'est ce que tu m'as dit. Hein. Ouais, bien sûr. On pense évidemment du coup mise en place de la marque au-delà du produit. Exact. Ça a un peu changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de boîtes qui racontent des histoires. Je pense à des Conto, des Alan, des trucs qui sont des produits comme toi, mais qui racontent une marque. 2012, c'était pas forcément encore l'époque des stories, du storytelling, des histoires de marque un peu émotionnelles. Comment vous avez travaillé votre plateforme? Le nom Clémentine, d'où il vient? Pourquoi? Est-ce que vous êtes pas dit Clémentine? Bah, dans ma thèse, que ça fait comptabilité. Bon, Comptalib, pas faire plus clair. Et le mot libre qui est hyper éloquent de l'univers startup, etc. Comment vous avez bossé? Bah, écoute, c'est simple. La vraie histoire, c'est qu'on était en train de dîner, un dîner de Noël en famille, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et on cherchait un nom parce qu'on avait un peu l'idée comme ça. C'était très théorique. Hein. On a lancé Clémentine que 6 mois plus tard. Mais pendant le dîner, on je lançait t'arrête des noms quand même. Avoir une idée, la lancer 6 mois plus tard,
C'est efficace quand même. C'est vrai. Alors, j'ai pas chômé, hein. Je te dis que Ouais, non, mais c'est efficace. C'est ceux qui nous écoutent et qui se disent depuis 2 ans j'ai un projet. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. 6 mois, c'est. Non, mais je trouve ça long, mais si c'est vrai, c'est 6 mois de travail à temps plein sur le projet. Et donc, j'ai bien bossé. Ceux qui pensent à lancer une entreprise et qui en même temps travaillent à côté, c'est normal qu'ils mettent 2 ans. Moi, j'étais à 100%. J'avais pas d'autre option. Je m'étais fixé d'avancer sur le sujet à 100%. Et je m'étais dédié. Et donc, dans le dîner de Noël, on cherche comme ça le nom, puis c'était le dessert. On n'avait pas vraiment trouvé, puis quelqu'un a lancé autour de la table, et bah pourquoi pas clémentine, le fruit, parce qu'on mangeait des clémentines. Oui. Et puis il y a ma sœur qui a répondu, ah oui, bah c'est pas mal en plus, clémentine, il y a pas de pépins, donc c'est la Comta sans pépins. Et là, je me suis dit, ah oui, bah c'est celui-là, le nom, il colle pile poil. Clémentine, la Comta sans les pépins. Et du coup, ta sœur est millionnaire, là. Elle touche des royalties. royalties. Ouais. Ah non, c'est une altruiste. Elle nous a fait don de l'idée. Ça marche. Bah, tu lui ramènes un petit cadeau, une petite panier de clémentine à chaque écoute, Noël. Si elle écoute le podcast un jour, je verrai ce qu'elle me dit et je t'enverrai un message. Non, mais important, un business dans la famille. C'est à cause de toi que je lui devrais le cadeau. C'est important. Mais ok, et en fait, finalement, quand tu me racontes ça, quand je te pose la question c'était pas encore l'époque du storytelling, bah, au final, il est hyper sain et hyper réel, votre storytelling à vous. C'est le côté familial, c'est le côté c'est vrai. simplicité de l'idée et mise en application tout de suite. Oui, et ça fait la boucle. Hein. C'est ça. Alors ça, c'est la vraie histoire qu'on a vécue. Après, on a un petit peu allié, on a quand même construit plus notre storytelling parce qu'on a allié le nom avec vraiment notre produit. Et la clémentine, c'est un fruit, c'est un hybride entre l'orange et la mandarine qu'a inventé le père Clément, donc à Oran, en Algérie. Et le fruit, il avait pour but de garder toutes les vitamines de l'orange en supprimant les pépins. Et donc d'avoir la clémentine, ce fruit avec le moins de pépins possible et le plus de vitamines. Et nous, on s'est dit, on va faire pareil dans la comptabilité, on va dépoussiérer un peu la profession, on va supprimer le papier, dématérialiser tout ça, enlever un petit peu tous les pépins, les tracas, essayer de garder les vitamines. Toute la force de la comptabilité en ligne, c'est d'être plus rapide, de mettre à jour les données en temps réel et de donner des tableaux de bord, de proposer plein d'autres avantages. Donc c'était ça aussi l'idée Clémentine derrière, tu vois. Est-ce que c'est important aussi parce que là, quand on regarde un peu l'univers graphique, c'est coloré, c'est orange, le sans pépins, c'est vitaminé. On est assez loin d'un univers business, d'un univers finance, d'un univers sérieux. Attention à vos finances. La boîte, elle doit, tu vois. Est-ce que c'est ça aussi C'est ça, c'était l'idée en fait. C'est-à-dire, on voulait absolument pas ressembler à un comptable classique. Et d'ailleurs, en communication, on a une équipe de com qui s'amuse pas mal parce que, tu vois, pour la Saint-Clémentine, là, le mois dernier, en novembre, on a fait une distribution d'1 tonne de clémentine, tu vois, avec notre van. On a un van des années 60, le combi, je sais pas si tu vois, qu'on a mis en orange. On l'a un peu tuné. Et puis, on distribuait les clémentines à Nancy. Voilà, le jour de la Saint-Clémentine, on s'est amusé. Ça a pas forcément de lien directement avec notre métier. Nous, on fait de la notoriété. On fait aussi beaucoup d'images employeurs parce qu'on a un sujet de recrutement, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et après tout, pourquoi pas s'amuser? Ça change rien à notre métier. On reste un comptable et donc on est soumis, bien sûr, non seulement à la déontologie de notre profession, mais aussi à toute la réglementation. On est très attaché à ça. On suit les actualités, on les transmet à nos clients. Par ailleurs, on a une équipe de professionnels, on a des experts comptables au sein du groupe, des comptables, des juristes, des gestionnaires de paye. Donc on est très structuré, mais on s'amuse à côté. Et à mon avis, ça vaut pas le coup de créer une boîte si c'est pas aussi sympathique sur d'autres aspects. Le produit est complet, sérieux et cohérent avec la demande, et la marque est libre. On a le sentiment qu'elle prend, enfin, dans ce que je regarde, par rapport à un peu plus à Comptalib, qui est un peu plus cadré, parce que c'est vrai. Mais en même temps, je me dis, Comptalib, il faut que ça soit peut-être aussi plus cadré dans le sens où t'es tout seul. Tu vois, t'as ton produit, il faut que ça paraisse facile d'usage, tu te rends, c'est sérieux, c'est cadré. Et seul avec l'application, et il a tout pour faut que ça soit rassurant, je pense. Et LinkedIn, c'est le bleu. Là, pareil, vous êtes sur du bleu violet. Tu as raison. Moi, c'est ce que je ressens. Tu es dans le marketing, toi, en fait. Un petit peu. On se débrouille. Il y a un petit média. Je serais pas chez dans la com, ça par grandit hasard. tout doucement. Ça grandit. Mais en tout cas, c'est ce que je note. Mais c'est hyper intéressant parce que aussi les gens qui se projettent. Bah ouais, on a inversé les codes, effectivement. Aussi. T'as bien noté. Je suis étonné par ton analyse. Avec, je sais pas combien de temps tu as passé sur l'analyse de notre je suis groupe. dessus là. Je viens d'ouvrir. Mais effectivement, bon, c'est ça. Bah écoute, c'est que c'est lisible, donc. Bah c'est ça qu'on veut aussi, parce que encore une fois, on a beau se répéter, et ça peut être consensuel de dire ça, mais si t'as le meilleur produit du monde, personne ne sait que t'existes. Il va rien se passer en fait. Exactement. Donc oui, t'es bon, oui, t'es trop fort, mais tu te fais pas voir, tu bosses avec personne et t'attends que ça arrive. Bon.
Ça marchera pas comme ça. Eh ben, j'espère qu'on va continuer à être visible et à travailler notre communication comme nos équipes de comme le font. Hein. On a plein d'idées là. On travaille pour 2024. J'en parlais juste avant avec une de tes collègues. Des idées géniales à suivre. J'ai une question sur le côté un peu plus managérial, gestion des équipes. Est-ce que tu as eu une expérience en entreprise avant de monter Clémentine? Si oui, c'était quel type de structure? Et non, j'ai pas eu d'autres aventures que au sein de mes propres entreprises en fait. Du coup, ça me permet d'embrayer sur la suite de ma question, sur l'aspect managérial. Ouais, dis-moi. T'as pas eu de formation forcément dédiée, ou en tout cas tu l'as pas mise en application. T'as jamais été forcément confronté aux réalités, soit de manager, soit de salarié dans une entreprise classique. Donc tu as monté ta boîte, t'as eu des équipes et t'as appris sur le tas entre guillemets. Comment on fait pour gérer ça sans avoir expérimenté la relation humaine avec une équipe que tu recrutes, que tu développes, tu dois gérer de l'humain. C'est vrai que c'est difficile. Écoute, il y a pas de recette miracle, hein. Et puis j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. On n'est pas parfait. On a vraiment fait beaucoup d'erreurs dans le management. Néanmoins, je me souviens avoir lu un livre dont j'ai appliqué quelques préceptes et je trouve que ça marche très bien. Je les applique encore aujourd'hui depuis plus de 10 ans maintenant. Par exemple, la politesse en entreprise, tu vois, le manager que je suis se doit d'être un exemple en termes de politesse. En toute situation, c'est pas toujours évident parce que parfois on peut s'emporter, réagir à chaud, etc. Et puis c'est humain, mais en fait j'ai toujours essayé d'être vraiment de faire un effort, en tout cas de soutenir mon effort sur cet aspect de politesse. C'est un gros effort ou pas? C'est devenu naturel aujourd'hui, mais au début ça l'était. Oui, et ça permet d'apporter la forme en fait qui permet toute communication. Et d'ailleurs, encore ce matin, j'en parlais avec un très proche collaborateur qui est d'ailleurs manager également, avec un service d'une dizaine de personnes, et je lui disais que la communication ne passe que par la courtoisie et que c'était important que les choses ne soient pas toujours injonctives ou au contraire qu'elles ne le soient jamais presque, hein, et que ça soit plutôt en permanence dans la diplomatie et la pédagogie, parce que parfois certains pensent qu'en tant que manager, les équipes doivent suivre les consignes sans se poser de questions et sans forcément avoir la forme. Bien au contraire, et là je vais marier ces préceptes du livre que j'avais lu avec les conseils de mon père. Bien au contraire, plus on s'élève dans la hiérarchie d'entreprise, je pense que plus on doit le respect aux collaborateurs et sous une certaine forme, une certaine humilité. Ce que je dis est très difficile à mettre en œuvre, hein. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas on essaye. Et moi qui suis aujourd'hui quand même à la tête d'une belle petite entreprise de la French Tech, en tout cas je m'efforce à beaucoup d'efforts sur le sujet. Donc l'expert comptable est pas forcément un expert du management, mais ça se travaille. Ah ouais, ça se travaille. Alors en plus, chez nous, les experts comptables sont pas forcément des managers, ils sont plutôt des experts, tu vois, des techniciens de haut vol, et ils apportent vraiment cette valeur ajoutée dans nos missions pour nos clients. Un manager d'ailleurs, généralement il faut quand même qu'il le veuille. C'est-à-dire tous les experts comptables ne veulent pas forcément manager une équipe, et vouloir faire de l'humain, être vraiment dans le management, c'est être en contact avec des équipes tous les jours, avec des problématiques humaines qui sont ni noires ni blanches, et souvent c'est gris. Il faut trouver le bon gris, la bonne nuance de gris. Aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir trouver l'équilibre? Est-ce que tu parviens à gérer ta vie perso, ta vie pro? Parce que c'est toujours la course. En vrai, tous ceux que je reçois, hommes comme femmes, sont dans un discours de c'est dur, c'est speed, mais on cherche cet équilibre. Et on a parlé de l'équilibre de la boîte. Est-ce que l'équilibre vie perso, vie pro est là? Est-ce que tu es en cours d'amélioration là-dessus? Parce qu'au final, on se rend compte que plus tu avais un bon équilibre, plus la boîte, théoriquement, devait avoir une bonne santé et grandissait bien. On s'est tous mis à peu près d'accord, hein. Depuis une vingtaine d'épisodes, on arrive tous à se dire que c'est important, mais bon, tout le monde n'y est pas encore, tu vois. Tu prends le risque du coup d'avoir un mec qui est pas d'accord avec vous. Écoute, l'équilibre est difficile, ça c'est sûr, parce que tu veux toujours en faire plus et t'avancer, et puis moi en plus j'ai de plus en plus de sollicitations parce que on a de plus en plus de sujets en grandissant. Mais ouais, je pense que j'ai un bon équilibre tout de même, parce que j'arrive à bien couper dans ma vie perso.
j'ai toujours une partie de moi qui pense, bien sûr, en tâche de fond à ces sujets entrepreneuriaux qu'on mène, mais j'arrive à bien couper, c'est-à-dire je peux passer une soirée au restaurant avec ma copine sans Checker les mails. ouais, non, mais bien sûr, sans checker les mails, évidemment. Ah non, mais rigole, mais il y a des fois, Non, sans checker les mails, ça c'est sûr. On a d'autres outils de communication que je consulte pas non plus, ni le soir ni le week-end, mais en revanche, oui, même sans aborder, tu vois, un sujet pro. C'est plutôt ça qui est compliqué. Ça c'est plus difficile, mais on est plutôt là-dessus. Alors, en famille, comme je travaille en famille, tu as compris avec mon père, c'est beaucoup plus difficile qu'avec des amis qui sont pas dans la boîte. On va y aller sur les limites du travail en famille. C'est quoi la contrainte principale? J'imagine que les points positifs, on les a en tête, hein. C'est la complicité, c'est la capacité à aller vite et d'avoir des points de vue différents, puis c'est plus simple aussi de dire les choses. Et en même temps, j'imagine qu'il y a des points un peu plus négatifs. Ouais, bah alors déjà, on est forcément différents. Donc, on a des points de vue différents. On a même une vision, on pourrait dire, différente parfois, qu'on est obligé d'opposer pour et débattre pour trouver la solution. Parfois, il y a même un peu d'émotion parce que tu sais, quand tu travailles en famille, bah, tu as plus d'émotion que quand tu travailles avec quelqu'un dont tu t'es moins proche. Et puis tu peux moins facilement dire c'est pas contre toi, c'est pro. Là, tu parles à quelqu'un de ta famille, donc il y a un côté quand même humain qui est là. Et puis parfois, oui, comme je te dis, l'émotion prend le dessus et c'est difficile de rester calme. Ouais, comment ça se passe alors avec mon père par exemple? Bah écoute, on a quand même bien trouvé nos places. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose que j'avais pas en tête, tu vois. Ça peut servir d'ailleurs à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de créer leur entreprise. Moi, c'est le cas avec mon père et c'est aussi le cas avec Maximilien, qui est un de nos associés, notre associé principal également avec mon père et d'ailleurs qui est mon meilleur ami par ailleurs d'enfance. Mais il y a une sorte d'énorme valeur ajoutée à pouvoir échanger avec son associé. Quelle que soit la différence, la complémentarité ou l'opposition de point de vue. C'est comme un miroir. Quand tu vas parler avec la personne, ça veut pas dire forcément que l'un ou l'autre a la solution, mais ça veut dire qu'en échangeant dans le débat, forcément, il y a de la valeur ajoutée qui ressort, il y a des idées complémentaires qui sortent, et l'idée géniale, elle arrive de cet échange-là. Donc, l'un et l'autre peuvent avoir un sujet pas forcément intéressant pour l'un et l'autre, et vice-versa, mais à chacun, la solution se trouvera dans l'échange avec l'autre. Donc, par exemple, mon père va avoir un sujet sur une validation de période d'essai, sur un expert comptable où il y a une difficulté ou autre. Moi, je peux pas trancher à sa place, c'est lui l'expert. Néanmoins, en échangeant avec moi, il y a des questions qui vont être posées, des réponses. On va aborder le sujet peut-être avec un autre bord et lui-même va prendre la décision parce qu'il va comprendre en échangeant avec moi où est le problème. Et moi, par exemple, j'ai parlé d'un sujet tech que lui ne maîtrise pas, tu vois, même s'il a beaucoup évolué, mais sur le sujet, maintenant, il comprend bien, mais il maîtrise pas entièrement et je vais pouvoir trouver la solution en échangeant avec lui. Donc, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais en tout cas, je pense que il y a beaucoup d'intérêt à échanger et parfois même quand on n'a pas directement l'associé disponible, échanger avec l'entourage. Donc, ça veut dire un entourage qui supporte le projet, qui le soutient. C'est hyper fécond et je crois que il faut un entourage qui est disponible pour pouvoir échanger quand l'entrepreneur a des questions et pouvoir jouer ce rôle de miroir, de renvoyer la question sous forme un peu de réponse. C'est hyper intéressant dans la mesure où cet équilibre-là, il est encore plus dur à trouver parce qu'effectivement, tu l'as dit, hein, l'émotionnel peut très vite arriver et faut être capable de faire de séparer ça. Et en même temps, tu sais très bien qui t'es en face de toi, donc tu connais aussi l'effet, du coup tu peux anticiper des choses et amener l'angle sous un autre angle l'info. Mais c'est hyper intéressant dans la mesure où moi je respecte beaucoup ce côté-là où on monte des projets en famille et c'est pas les plus simples à gérer, mais c'est hyper intéressant. Merci, c'est vrai que moi je suis très fier de cet aspect-là de Clémentine, l'aspect familial, et c'est vrai que parfois je me dis bon, j'aurais bien voulu être seul ou autre parce qu'on peut penser que j'ai pas tout fait ou que mon père a tout fait pour moi ou inversement, mais et pour lui ça peut être la même chose. Sans doute des gens pensent que j'ai tout fait et que lui a rien fait, mais c'est la vérité, elle est entre les deux. C'est qu'on a fait ensemble, on a chacun apporté notre pierre à l'édifice et je suis en fait très fier maintenant de me dire voilà, j'ai eu la chance de travailler avec mon père pendant 10 ans sur une entreprise qui réussit en plus et je pense qu'il y a d'autres garçons qui auraient bien aimé travailler avec leur père en fait. Mais clairement, c'est clair, surtout sur un projet qui part de zéro et qui aujourd'hui d'ailleurs avec leur mère ou leur père. C'est évident, je pense que des fois les planètes s'alignent et les enfants et les parents sont sur les mêmes
sur la même longueur d'onde, mais qui n'ont pas l'opportunité de monter ça. Bien sûr, exactement. Tout simplement, tu vois, Maximilien qui travaille avec nous, qui est vraiment très proche de mon père et moi, et on est tous les jours en train de discuter de tous les sujets. Lui, on en parlait l'autre jour en se promenant. Il n'a pas eu l'occasion de travailler avec son père, et puis il me disait, tu vois, t'as vraiment la chance de travailler avec ton père, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu, même si ça s'est pas fait et que ça se passe très bien maintenant, ça aurait pu être une option. De toute façon, c'est des choses qui étaient beaucoup plus présentes avant. Cette mécanique-là, c'est clairement, reprendre la boîte des parents, c'était clairement ce qui se faisait, bien évidemment. Et ça a amené du cachet aussi à ta marque. C'est vrai, ça a amené de la crédibilité, de l'autorité un peu sur le marché, bien sûr. La continuité de l'entreprise. Et il y avait un côté, tu sais que c'est une fille de telle personne ou un fils de telle personne, t'étais crédible. Même si tu n'avais encore rien fait, t'étais crédible. C'est vrai. Et ça, je dis pas malheureusement, parce qu'il y a d'autres forme de business, il y a d'autres choses qui arrivent, mais ça se perd un peu. C'est le comble finalement, puisque nous dans le numérique, alors même qu'on disrupte, tu vois, la profession un peu traditionnelle, finalement on revient par cette fenêtre-là, on pourrait dire, sur un modèle père-fils, même si c'est pas une transmission au sens père-fils traditionnellement, tu comprends. Ouais, non, mais moi je trouve que c'est gage en tout cas déjà de storytelling, premièrement, et qui fait une bonne part du business, en tout cas dans ce qu'on raconte, et aussi peut-être je sais pas si c'est du cachet, mais de confiance, tu vois, moi je pense je pense aux boulanges, je pense aux boucheries, je pense aux. On pense tous à la boulangerie en premier, bien sûr. Et tu dis, en fait, si mes parents ils y allaient, j'y vais. Voilà, le produit il est bon. Et puis il y a une expertise et elle est gardée. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, et j'ai l'impression que aussi sur les sujets de comptabilité, on a besoin de cette confiance-là aussi. Le client, il a besoin de ça. Il a besoin de dire, ok, je te file toutes les infos sur ce que j'ai, ce que je gagne, etc. Par contre, c'est du sérieux et on se fait confiance. Peut-être plus que d'autres métiers, peut-être plus qu'avec les équipes marketing. Tu vois, une agence market, oui, il faut de la confiance, mais on se parle, c'est horrible à dire, mais que de com. Vous, on parle de santé financière d'une boîte. Ouais, alors on l'a jamais caché, on l'a même mis sur le site internet. Il y a une page qui parle de notre histoire, mais tu as peut-être raison, on aurait pu mettre plus en avant cet aspect-là de notre histoire. C'est pas pourtant l'aspect qu'on a mis le plus en avant. Et d'ailleurs, on l'a pas mis en avant parce qu'on n'a pas ressenti dans les tendances actuelles avec la tech et la Startup Nation. Tout le monde n'est pas forcément sensible à ça, mais la communication, les entreprises ont créé plutôt leur notoriété d'ailleurs sur leur capacité à lever des fonds, sur les recrutements, sur leur croissance, et c'était d'autres métriques. Donc voilà, ça ne semblait pas dans la trend d'aujourd'hui, mais ça me plaît que tu m'en parles, et c'est vrai que c'est un aspect assez singulier et complémentaire. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, après, voilà, il fallait mettre en avant les avantages du produit, simple, efficace, complet, sécure. Voilà, ouais, bien les sûr. enjeux des outils de fintech, c'est ça. Exactement. Maintenant, il fallait arriver sur les arguments d'autorité que les autres avaient, que les banques avaient aussi, pour pouvoir exister. Mais hyper intéressant. Je vais te demander de te projeter un peu et de me dire où est-ce que vous allez être dans 6 mois et où est-ce que vous allez être dans 6 ans, si tout va bien. Alors, dans 6 mois, on sera à la date de clôture du groupe, puisqu'on a changé toutes les dates de clôture au 30 juin. Donc, on sera à une belle étape de l'entreprise normalement, puisque on pense que on va continuer notre croissance et notre rentabilité depuis d'ailleurs, je te l'ai pas dit depuis le début de le podcast, on a quand même toujours cultivé chez Clémentine une volonté d'allier croissance et rentabilité. Et donc là, moi, je suis plutôt fier, et j'attends un petit peu cette échéance des 6 mois que tu me présentes, parce que finalement, dans 6 mois, on aura un peu une situation claire du groupe, de notre niveau de croissance et notre niveau de rentabilité, parce qu'elle s'accélère dans le temps grâce à nos outillages, grâce à tout ce qu'on a semé, entre guillemets, dans notre trajet, dans notre voyage, et on a les fruits de toute cette agriculture chez Clémentine. Je m'étais noté ça aussi, rentable, entreprise rentable. Ouais. Et donc, ça paraît fou, mais entreprise rentable. C'est vrai. Non, mais là, à 6 mois, donc tu vois, moi, ce que je me dis, c'est on va enfin être sur une entreprise suffisamment importante pour constater que le marché est suffisamment profond pour continuer à avoir une forte croissance, parce que en fait le sujet, c'est surtout de voir si la croissance continue à un niveau de 30-40% par an, même à des niveaux en dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le premier point. Et
c'est de constater que non seulement on peut être rentable quand on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais on peut être rentable à 10 millions ou à 100 millions peut-être demain. Donc moi 6 mois, voilà, si je suis bien concentré sur notre croissance, garder notre rentabilité, et de toute façon on a toujours une gestion de bon père de famille, ça va pas changer. Pour moi, en tout cas, à 6 mois, c'est l'objectif. Mais là, je te parle un petit peu d'un point de vue financier. Si je me projette sur le produit, forcément, il y a plein d'autres challenges, tu vois. Et à 6 ans, bah écoute, 6 ans, c'est loin et c'est demain en même temps. Donc, je vais te décrire quelque chose d'un peu fou parce que 6 ans, on peut tout imaginer. En 6 ans, moi, j'espère que Clémentine sera devenue un acteur prépondérant, y compris sur le marché traditionnel. C'est-à-dire que, en fait, on aura réussi à être un acteur de premier plan dans la profession tout court, pas dans l'expertise comptable en ligne, dans l'expertise comptable, et que on soit un acteur peut-être de plus de 1000 collègues, une énorme équipe, tu vois, qui représente bien la taille de l'entreprise, qui nous permettent de continuer à se développer, qui permettent d'améliorer le produit, d'avoir les moyens de d'avoir des investissements et d'avoir les moyens de nos ambitions finalement. Ouais, donc tout simplement, j'ai fait long, mais dans 6 ans, pourquoi pas 1000 collègues. Ça fait, écoute, on va suivre ça. On va regarder LinkedIn. Si ça pop, les nouvelles recrues sur LinkedIn, on va regarder. On aura les infos. Tu pourras pas nous mentir. On aura tout sera listé. Par contre, le nom du podcast, c'est Charbon. Il faut que tu me donnes ta définition d'aller charbonner, qu'on comprenne un peu ce que tu as en tête. Alors, charbonner, j'ai un copain qui me dit tout le temps, ça charbonne, ça charbonne. Alors, charbonner, le premier truc que ça m'évoque, forcément, c'est un truc un peu négatif. C'est à l'époque, les mecs qui allaient pour dans les mines à charbon. Donc, mais je trouve que, et pourtant, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est positif. En fait, c'est, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, les boîtes, c'est une boîte rentable, c'est incroyable. Bah, aujourd'hui, charbonner, c'est positif. Il y a plus aucun impair, mais c'est pas grave. Je trouve que ceux qui charbonnent, ce sont ceux qui veulent construire. Donc pour moi, ça m'évoque la construction de quelque chose à travers un effort. Et cet effort-là, aujourd'hui, il est plutôt vécu de manière positive, comme une fierté, plutôt que comme un peu dans le temps, c'était plutôt négatif et comme un tribut à porter, tu vois. Merci beaucoup William pour tes réponses. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On arrive à la fin de cet épisode. On a été ravis de te recevoir. J'invite tout le monde à suivre les aventures de Clémentine sur le réseau. J'imagine que d'autres coups de com' sont en préparation. Exactement. Merci Valentin pour l'invitation. C'était super sympa. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à French Tech Est et French Tech Grand Paris d'être partenaires de la saison 4. Merci à toi William et moi je vous dis à très bientôt. À bientôt.